Mais qui sont ces incompétents qui viennent en horde, hein, et qui viennent m'affronter? Je vous le dis, Monsieur Pelli, je n'ai qu'une exigence, c'est que ce soit filmé. Voilà. Et puis on verra. Alors l'appel est lancé là. Voilà, l'appel est lancé. Si à Albertville, certains, parce que ça a été loin, on a été jusqu'à dire que j'étais radié. Oui. On l'a même mis dans des journaux. Et ce n'est pas parce que je n'ai rien dit que j'y consentais. J'ai dit à Albertville, rira bien qui plaidera le dernier. D'accord? Le comte de Monte Cristo, il disparaît un certain temps. Edmond Dantès est victime d'une injustice. Et puis, il vient, ce n'est pas de la vengeance. C'est le destin et la volonté divine de châtier les méchants et de récompenser les gentils. D'accord? Bon, ben voilà. Les gilets jaunes qui ont été borgnés et qui ont dit qu'ils étaient victimes de violences policières. Aujourd'hui, un an plus tard, quand on voit le tapage et le scandale officiel avec un ministre de l'Intérieur déstabilisé gravement parce qu'un type a pris des baffes. Alors qu'il n'y a rien eu pour Alors qu'on ne lui a pas crevé les yeux. Mais qu'il y a eu l'année dernière une trentaine de personnes qui ont perdu un œil, d'accord, mais qu'à l'époque, on ne pouvait pas parler de violence policière et c'était tout à fait normal. On avait répondu au commissariat et au Conseil des droits de l'homme que c'était tout à fait normal, enfin des fadaises complètes. Et j'étais intervenu à ce moment-là pour dire c'est quoi ce délire-là. Le LBD 40, il n'est pas utilisé uniquement par les policiers, il était également utilisé par les gendarmes. C'était quoi la différence? C'était peut-être le devoir de désobéissance à un ordre manifestement illégal qui avait tout changé. Quand un gendarme me demande mon attestation, cette attestation ridicule là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On se fait des preuves à soi-même. J'atteste que je vais acheter une boîte de purée à l'épicerie. J'atteste et il ne faut pas que j'aille chercher ma boîte de purée à plus de 20 km. Non mais... Est-ce que c'est ce confinement finalement qui t'a stimulé à vraiment revenir sur le devant de la scène? Non. Non, ce qui m'a stimulé, c'est que quand on fabrique une fusée pendant 17 ans, il faut qu'on calcule les trajectoires, qu'on calcule pas de droit sans action, quel type d'action, auprès de qui, comment, dans quel but, avec quel partenaire susceptible d'engager à vos côtés. Vous attendez la météo. D'accord, la fenêtre de tir. Vous attendez la fenêtre de tir. Nous sommes le 8 décembre 2020. Le 8. Dans une semaine, nous allons avoir, a priori, le résultat des élections américaines. A priori. A priori. Il y a beaucoup d'incertitudes encore. Je suis étonné, en tant que juriste, je ne polémique pas. Je suis étonné que l'on n'attende pas l'issue de procédures qui sont connues et qui sont à respecter, et que l'on ait des avis avant d'avoir la proclamation des résultats officiels ou la proclamation de ce qu'il y a un problème et que la Constitution américaine, qui a prévu toutes ces choses-là, il y a des procédures tout à fait précises si jamais il y a eu fraude. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a eu fraude. Je dis qu'il y a peut-être eu fraude, il y a peut-être pas eu fraude, en tout cas on va le savoir. On va le savoir grâce quand même à Donald Trump qui nous a fait le cadeau de ne pas concéder la défaite. Et à mon sens, ce qui est intéressant, c'est que ça révèle en fait tout un processus. Bon, en tout cas, par exemple, le Vatican. Le Vatican, lorsqu'on élit un pape, il y a une procédure.
Il y a même une fumée noire, blanche. Il y a une procédure. Comment le Vatican, qui élit ses papes selon une procédure très stricte et très réglementée, et tant que cette procédure n'est pas arrivée à son terme, on ne dit pas Habemus Papam. Bon, ben là, nous, Habemus Baidenam. D'accord? Mais il n'y a pas la fumée, mais Habemus Baidenam. D'accord? Hein? Bon, eh bien, moi, je suis étonné que les juristes. Tiens, je jette un défi aux juristes du Vatican. Expliquez-moi, messieurs, comment, connaissant particulièrement la procédure d'élection du pape et sa rigueur formelle, comment vous avez pu dire Habemus Baidenam? Je pose la question, c'est une question juridique. Je demande à une quinzaine de juristes de droit canon de venir m'expliquer ça. Je n'ai qu'une seule exigence, c'est que ce soit filmé, qu'on rigole un peu. Hein, bon, alors donc on va bientôt avoir le résultat, ou on va peut-être avoir bientôt la preuve qu'il y a un doute suffisant pour que les élections ne se fassent pas avec les grands électeurs, mais avec une voix par État. Hein. Donc ça va être intéressant. Bon, ben moi, j'appelle ça de la météo. Moi, ma fusée juridique, le droit de la Savoie, il est démontré depuis le 20 novembre 2015. Tiens, pourquoi je l'ai fait le 20 novembre 2015 ? Parce que c'était mon anniversaire et le bicentenaire du traité de 1815 et que la Suisse est évidemment concernée par cette affaire. Donc le 20 novembre 2015, depuis le 20 novembre 2015, le premier étage de la fusée est prêt. Et puis la Savoie, elle a l'air bien décidée à ne pas se laisser avoir comme les autres départements français. Et elle a les moyens de ses ambitions. Au niveau français, bon ben, moi, je suis l'officier des sceaux du CNTF. Voilà, oui, c'est le dernier point que je voulais aborder dans cet entretien. Le Conseil national de transition français. Oui. Alors, est-ce que peut-être tu peux refaire un petit peu l'historique de savoir qu'est-ce que c'est un Conseil national de transition comment est-ce que c'est né? Je suis un avocat au service des gens qui me demandent de les assister et de leur fournir des arguments juridiques, quelle que soit la chose qu'ils souhaitent reconnaître. Je vous l'ai dit en aparté. Mais un type viendrait me dire comment est-ce que je peux tuer les 2 derniers rhinocéros blancs qui sont que j'essaierai de fournir un argument juridique qui lui permettrait de le faire, et peut-être même n'en trouverai-je pas, d'accord? Mais en tout cas j'essaierai. Et puis à l'inverse, si un végétalien venait me trouver pour me dire, maître, comment est-ce que je peux juridiquement empêcher mes concitoyens de massacrer les poussins dans des machines à broyeuse et empêcher le carnage et la souffrance animale de l'abattage dans des abattoirs dégueulasses. Là, j'aurais peut-être plus d'arguments juridiques plutôt que de tuer les rhinocéros. Mais quelqu'un vient me demander quelque chose, moi je me mets au service de la personne qui me demande le truc. Et puis en plus, comme je suis libre jusqu'à ma réinscription prochaine, moi j'interviens gratuitement. En tant que conseil, finalement. Voilà, en tant que conseil. Alors, le Conseil national de transition français, un jour, un homme est venu me poser une question fabuleuse, c'était à Annecy, je m'en souviens comme si c'était il y a 3 secondes. Il m'a dit, maître, comment peut-on faire la révolution en France sans se retrouver en prison? D'accord. C'est amusant. Une question intéressante. Intéressant. Alors là, c'est quand même une question embêtante parce que si vous lui donnez les moyens de faire la révolution sans se retrouver en prison, vous risquez d'avoir quelques problèmes, quand même. Hein, parce que même si, en toute légalité, vous faites la révolution, parce que si vous regardez sur Wikipédia à coup d'État, il y a 2 types de coups d'État. Le coup d'État militaire
et le coup d'État juridique. Mhm. Mais enfin, il y a eu quand même, par le passé, un certain nombre d'avocats qui ont eu des problèmes quand même. Hein, je ne vous parlais pas de Gandhi ou de Nelson Mandela quand même. Hein. Ils ont quand même un petit peu, subi les conséquences de leurs engagements. Je ne parle pas des avocats du FLN. Hein. Ou des brigades rouges en Allemagne. Bon, les avocats, parfois, ils sont quand même un petit peu dans le collimateur des États qu'ils combattent. En tout cas, ils me posent cette question. Comme tout judoka connaissant le Bushido a une question importante susceptible d'engager la vie du samouraï, celui-ci doit répondre en moins de 7 respirations. Donc, 7 respirations. 7 respirations. Donc je compte mes respirations, parce que j'ai conscience que si je dis à cet homme oui, il y a le moyen juridique en France de faire un coup d'État juridique sans se retrouver en tôle, ça risque d'être quand même mouvementé. Et au bout de la 3e respiration, je dis oui, vous créez un Conseil national de transition français. Qu'est-ce que c'est un Conseil national de transition? À l'époque, la France avait reconnu le Conseil national de transition libyen. D'accord. Je considérais donc qu'il était quand même assez... C'est un outil juridique alors? Oui, c'est un outil juridique de droit international public, permettant à une partie de la population qui ne se reconnaît plus dans les instances officielles, qui considère que ces instances sont frappées de putativité. Ça n'a rien à voir avec les prostituées chevelues, mais c'est une apparence de l'égalité. Vous vous mariez avec une femme qui est déjà mariée, vous en êtes l'époux putatif. Bon. Alors, considérons qu'il y a une putativité des instances en place, naît une entité qui s'appelle un Conseil national de transition, qui dit, moi, au niveau international, c'est moi qui représente le peuple. C'est plus le gouvernement putatif. En France, on a quand même eu un référendum refusant d'entériner les engagements français de l'Union européenne, et on a eu en 2008 un tour de passe-passe pour ratifier un traité que par référendum le peuple français avait refusé. On peut considérer que là, il y a un coup de canif dans la Constitution, et considérer que tout ça est irrégulier et que depuis 2008, les institutions françaises sont putatives. En tout cas, ça se soutient. D'accord, donc c'est faire une révolution avec finalement un outil juridique. Je dirais que non seulement ça se soutient, mais que je préfère être du côté de celui du juriste qui va dire qu'à partir du moment où on dépense des millions, des dizaines de millions à couper des arbres, à distribuer dans toutes les boîtes à lettres un pavé comme ça, que moi j'étais déjà avocat à l'époque, je ne comprenais pas le texte. Je l'ai lu. Hein. Donc ça c'est le fameux traité. Le fameux traité qui a été refusé par référendum par le peuple. Le peuple a refusé en 2005 de nous enfoncer dans une construction européenne qui sous-entendait un abandon de souveraineté monétaire, économique, politique. Donc, lorsqu'il s'est agi de ratifier ce traité, on a dépensé des millions et les Français ont dit non. Bon. 3 ans plus tard, M. Giscard d'Estaing, qui vient de nous quitter, dit, c'est disponible sur YouTube, que ce traité qui avait été refusé, il en a fait, c'était un projet de constitution européenne, il en a fait un traité simplifié, reprenant, il le dit lui-même, c'est l'auteur, hein, et puis il a paix et son âme,
voilà, on ne va pas remettre en question, alors qu'il vient d'être enterré, ce qu'il a déclaré publiquement. D'accord ? Il dit que son travail a consisté à refaire et à mettre le même contenu que ce qui avait été refusé dans un traité simplifié qui a été ratifié par le Parlement à une voix près, et pas n'importe laquelle. Hein. Donc tout ça est tout à fait putatif à mon avis. Bon. En tout cas, entre ceux qui considèrent que le peuple s'étant exprimé contre, des parlementaires ne pouvaient pas, 3 ans plus tard, faire l'inverse, ou alors il fallait refaire un référendum dans lequel les Français auraient, en 2008, dit encore plus non que la première fois. D'accord ? Bon, donc tout ça peut amener un juriste à préférer le camp. Moi, je pourrais être dans les deux camps, mais je préfère, moi personnellement, être dans le camp de celui qui défend les poussins qui partent dans la broyeuse, plutôt que dans celui qui considère que le safari des éléphants et de faire des objets en ivoire, c'est bien. D'accord ? Ça se défend, hein, juridiquement. Moi, je préfère être du côté des défenseurs des poussins. Mais peu importe. En tout cas, s'agissant de 2005 et de 2008, bon ben voilà, il y a la possibilité de considérer que tout est putatif depuis 2008, que le peuple français a été trahi, et que tout ce qui a suivi est entaché de nullité. Et ce Conseil national de transition, alors comment est-ce que ça se passerait ? Alors ce Conseil national de transition, il a été conçu au départ par Éric Fioret. Éric Fioret, d'accord. Un monsieur qui était à la tête d'un mouvement de démosophilie. Donc c'est lui le monsieur qui me pose la question. Et puis ensuite, à l'intérieur de ce Conseil national de transition 1.0, dont je ne faisais pas partie. J'étais le conseiller juridique, oui, le conseiller, l'initiateur juridique, celui qui avait répondu à la question « Est-il possible de secouer les institutions sans se retrouver en prison ?» C'est-à-dire. Et donc là, l'inspiration, c'était le Conseil national de transition libyen. Voilà. Parce que ça marchait là-bas, donc ça pouvait marcher aussi ici. À partir du moment où la France avait reconnu le Conseil national de transition libyen en opposition au gouvernement légal de la Libye, la France aurait du mal à dire que le peuple français n'avait pas le droit de constituer un Conseil national de transition et de revendiquer au niveau international le fait que le peuple français a été trahi puisque par référendum il s'était exprimé et que des gens ont estimé qu'on s'en foutait. Bon. Donc, et voilà. Donc ça, c'est quelle année à peu près ? 2013 ou 2014. D'accord, et donc cet homme, Éric Fioret... Voilà, et donc il jette les prémices de ce truc-là, il anime un mouvement du 14 juillet, et puis ensuite ça évolue vers un CNT, à l'intérieur duquel il y a un flottement, et des personnes reprochent à Éric Fioret une insuffisante rigueur au plan juridique et un mélange entre la volonté des citoyens, l'organe de droit international qui est un CNT et le mouvement démosophique que M. Fioret animait depuis des années avec le talent qui est le sien. D'accord ? C'est ça, un Conseil national de transition, pour être bien clair, c'est quelque chose qui doit être complètement apolitique. C'est simplement un véhicule qui passe... Il a vocation à représenter au niveau international le peuple dans son entier et dans toutes ses composantes. Les chasseurs comme les anti-chasseurs. C'est une entité... Et à partir du moment où il y avait
une tendance à affirmer des choses dans un cadre tout à fait libre pour M. Fioril de prôner ce qu'il écrivait, etc. Mais un certain nombre de gens ont considéré que juridiquement, tout ça était un peu trop mélangé et m'ont demandé de... Ils sont revenus à la source finalement. Oui, ils sont revenus à la source pour me demander comment je pouvais les aider à mettre les choses au clair. Moi, je n'ai pas d'animosité à l'encontre d'Éric Fioril. Je lui ai signalé que des gens réclamaient une rigueur juridique dans leur démarche et se plaignaient d'un mélange qui les dérangeait. Je lui ai informé que moi j'aide tous les Français, tous mes compatriotes à défendre leurs droits et leurs libertés. Bon, donc j'ai aidé ces gens-là. Et puis ils ont mis effectivement en place une structure très carrée au niveau juridique. J'officie pour apposer un sceau de régularité dans toutes les décisions qu'un collectif de citoyens incarnant le CNTF peuvent élaborer. Je suis l'officier des sceaux de ce. J'officie. Mais donc, pour être clair, à un moment, il y a eu scission voilà, entre le CNT, dont on entend pas mal parler en Suisse, disons promu par Éric Fioril, et puis le CNTF, finalement, qui est la même structure juridique, mais extrêmement carré au niveau juridique, extrêmement éloigné du discours démosophique et du CNT 1.0. D'accord ? Ce CNT, dont je garantis la valeur des décisions et des actes juridiques, a pris acte de la démission de M. Fioril, qui lui partait dans d'autres directions. On va laisser un petit peu d'eau pour notre orateur. Bah oui, surtout qu'à ce moment-là, c'est embêtant. Donc à un moment, il y a eu démission d'Éric Fioril. Oui, il y a eu des échanges de vues divergentes. D'un côté, des gens voulant une rigueur juridique absolue. Nécessaire aussi. Nécessaire. Moi, j'ai dit à Éric Fioril que pour ce qui était de la rigueur stricte juridique du CNT, il pouvait compter sur moi, comme pouvait compter quiconque en faisait partie, pour s'occuper de vérifier que juridiquement tout ça était carré. Et un divorce est intervenu entre ces deux groupes. Et voilà, le CNT, en tant que personne morale de droit international dont les actes sont, me semble-t-il, parfaitement conformes et parfaitement inattaquables, et puis un CNT canal historique qui fait autre chose, qui prétend d'autres trucs. Qui est plus populaire, disons, qui est plus. Disons qui sont. Qui fait plus de publicité. Qui sont derrière le vaisseau amiral qui est Éric Fioril, qui est un homme que je
Oui, qui sait faire parler de lui. Et qui s'il me demande, comme si vous me demandez, ou si un inconnu me demande qu'est-ce que je pense en droit français de mon action, je lui répondrai. Je ne suis pas fâché avec Éric Ciotti, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes qui ne veulent plus travailler avec lui, et certainement lui ne veut plus travailler avec les autres. Bon, moi je suis au service de tout le monde, de tous les Français qui souhaitent à leur pays un meilleur avenir et un fonctionnement plus opérationnel et moins scandaleux, d'une certaine manière. Parce que c'est scandaleux, l'interview que je vous donne. C'est ça, c'est que déjà l'année passée c'était scandaleux les éborgnés, voilà. Et là on est dans le scandale du confinement, d'une économie qui a été mise à mort. Avec ces dissensions entre les différents groupes dissidents qui au lieu de s'unir et d'aller vers la lumière, vers plus de rigueur, plus de liberté, plus de vérité, plus d'intégrité, de fierté, de liberté collective et individuelle. Un pays, c'est pas par ses lois qu'il existe, c'est par l'âme et la puissance collective d'un esprit et d'un élan patriotique partagé. Vous prenez un texte de loi parfait appliqué par des saligots et des crétins, c'est une catastrophe. Et vous prenez un droit qui n'est même pas écrit, mais qui est animé par des chevaliers aux grandes âmes et aux grands esprits, et vous faites un pays sans loi, une splendeur. Bon, moi je déplore toujours que les gens ne se mettent pas d'accord. Je trouve terrible que les gens perdent du temps à se chamailler pour des détails alors que des choses fondamentales se jouent. Au moment où je parle, il y a des enfants qui naissent et qui découvrent un monde où les gens portent des masques. Il y a des parents qui ont des enfants qui apprennent à parler et qui ne voient pas la forme de la bouche d'un O ou d'un A. Parce qu'il y a des masques. Il y a des avocats qui plaident dans des cours et même des cours d'assises, dans lesquels on ne voit pas la réaction des jurés ou la réaction des magistrats. Quand vous plaidez et que vous voyez que le magistrat fait une moue, etc., vous précisez votre pensée, etc. Mais là, des dizaines de verdicts, des dizaines de sentences vont être prononcées avec des avocats qui n'auront pas pu voir leurs clients, vu les clients derrière des masques, plaider derrière des masques, avec des visioconférences, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Pour moi, je suis très triste. Et si je peux, même au péril de ma vie, faire ma petite contribution, faire en sorte que sur les 101 départements français, il y en ait déjà 3 qui se réveillent. Ma promotion à Saint-Cyr-Côte-Quinan, c'était la promotion de Capitaine Krotov, et le dicton de cette promotion, c'est « Ce monde se perd, il faut le refaire ». Ce monde se perd, il faut le refaire. Alors je crois que c'est d'actualité. Alors, puisque ce monde se perd et qu'il faut le refaire, on va commencer par un endroit. Et je propose que ce soit le Mont Blanc, d'un point de vue symbolique. C'est intéressant. Et en plus, j'ai les moyens juridiques de mes ambitions. Les juristes français qui disent que je dis des conneries, qu'ils viennent, il n'y a pas de problème, le nombre que vous voulez. Et puis ma seule exigence, c'est que vous soyez là pour filmer l'affrontement, qu'on rigole un peu. Bon, en tout cas, la fusée va partir. Le dossier au niveau local. Donc là, il va aussi y avoir un conseil national, enfin un conseil
national de transition savoisien. Non, parce que la Savoie, ça ne peut pas être une transition. C'est une renaissance de droits antérieurs. D'accord. Voilà, la France considère que quand elle annexe un pays, la souveraineté du peuple qui est annexé ne disparaît pas. Il est exercé par l'autorité annexante. D'accord. C'est la position française dans un dossier concernant le Kosovo. Alors que l'Espagne, par exemple, s'oppose à la reconnaissance du Kosovo, la France a œuvré pour reconnaître la souveraineté de ce nouveau pays du Kosovo. Bon. Deux visions différentes d'une annexion territoriale. Bon ben voilà, la Savoie n'a pas à organiser une transition. La Savoie était antérieure à l'annexion par la France. Ce traité d'annexion est abrogé plein texte par l'effet de l'article 44, paragraphe 3 de ce traité de paix de Paris du 10 février 1947 qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est le plus important traité des 80 dernières années. Hein. Donc finalement, la Savoie maintenant est un pays par entière. Oui, ça a toujours été un pays annexé par la France. Bon. Mais à partir du moment où ce traité d'annexion est abrogé plein texte et que ce n'est pas une appréciation, un jugement par rapport à une discussion juridique, c'est une application littérale du traité de paix de la Deuxième Guerre mondiale, actuellement brandi par M. Erdogan en Méditerranée. Bon, et si nous n'avons pas notifié ni enregistré le traité de 1860, par l'effet de l'article 44.3, il est abrogé. Tout traité n'ayant pas connu une telle notification, tale notificazione, comme dit la version italienne de ce traité, eh bien, sera tenu pour abroger. Donc voilà, le traité de 1860 étant tenu pour abroger, il n'y a pas de transition entre l'état du département français. Non, il y a une renaissance. Conseil national de transition français sans la Savoie, finalement. Bah oui. Si la Savoie décolle. Voilà, mais bon, vous savez, en France, comment est-ce qu'ils sont on a deux principautés, hein, quand même associées à la France, avec la principauté d'Andorre et la principauté de Monaco. Bon, bah, rien n'empêche qu'il y ait une troisième principauté de Savoie. Hein, ça évitera par exemple que les entreprises françaises avec des participations financières de l'État fassent de l'optimisation fiscale. On rêve quand même. Hein, donc des prises de participation de l'État dans des sociétés qui font de l'évasion fiscale au Luxembourg, d'accord, pour échapper à l'impôt français. C'est quand même pas mal. Moi, personnellement, je préférais qu'au lieu de donner de l'argent aux Luxembourgeois, on donne de l'argent à Annecy, en pleine zone franche. Merci la Suisse. Et puis, je pense que la Suisse n'y verra pas d'inconvénient à ce que la Savoie constitue une zone de population tampon par rapport au reste de la France qui s'enfonce dans une crise dont on ne sait pas où elle va s'arrêter. Moi, je suis français, moi, je ne suis pas de la Savoie. Comment est-ce qu'ils sont, Fabrice Bonnard, face à... après 17 ans de travail, finalement, un travail assez ingrat. Hein, oui, ça a été compliqué. Je me dis que si jamais il y a 3 départements, la Savoie, la Haute-Savoie et Nice, qui se sortent de ce bourbier pour renaître à partir du système juridique moribond et objet de ce multiple défi, si jamais ces 3 départements s'en sortent, ça sera un merveilleux exemple pour le reste de mon pays, et parce que j'aurai sauvé les droits
et abouti dans ma démarche pour la Savoie, eh bien, je serai récompensé à la fin parce que ça fera réfléchir mon pays. Il s'est très très mal comporté avec la Savoie. Voilà. Et lorsque j'ai fait ma première conférence à Moutier, il y avait une vieille tignarde, une dame de 103 ans, qui est venue soutenue par deux voisines de respectivement 92 et 93 ans. Drôle d'aréopage que ces trois vieilles dames. La centenaire avait des très beaux yeux bleus, les yeux ne vieillissent pas. Elle avait le regard tout ridé et ses voisines nonagénaires me disent, vous savez, maître, vous pouvez être fier parce que madame, je crois qu'elle s'appelait Almoz, ça fait plusieurs décennies qu'elle n'est pas descendue de sa maison. Elle habite un hameau au-dessus de Tignes. Et elle a tenu à venir, ils n'ont pas rajouté avant qu'elle ne meure. Mais elle avait 103 ans. D'accord ? Et puis elle me raconte qu'elle avait plus de 100 descendants. Parce qu'elle avait eu plusieurs enfants, qui eux-mêmes ont eu plusieurs enfants. Et elle avait des arrière petits-enfants, le dernier venant de naître. Et elle m'a dit, vous savez, maître, ce qui est terrible, c'est que quand mon père a été monté de force par les gendarmes français alors qu'il brandissait la neutralité helvétique, ils m'ont déchiré les documents et ils l'ont forcé à monter dans les camions. Il a été envoyé au front et il est mort dans les heures qui ont suivi, pour l'exemple. Et ma mère a dû nous élever tout seul, mes frères et sœurs. Et comme on n'avait pas beaucoup d'argent, il n'y a que notre petit frère qui a pu faire des études. Et bien dans tous mes plus de 100 descendants, ce sont que les descendants de ce petit frère qui ont les beaux métiers. Voilà. Ils ont des beaux métiers. Voilà, il y a les choses terribles de 1914, de 1915 peuvent avoir des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et elle me prend les mains et elle me dit et il faut que ce soit un avocat français qui vienne nous défendre. Alors je suis ému évidemment et je lui dis écoutez madame, je suis désolé que cette colonisation se soit faite au mépris et dans le sang de votre père et jusque dans votre descendance. Mais considérez que c'est un acte de réconciliation de nos deux peuples que la France vous ait fourni un de ses meilleurs avocats. Voilà. Si vous voulez bien mettre l'interview là-dessus. Hein. Je crois qu'on peut te remercier vraiment. Ouais. Je crois qu'on est content que l'humanité ait trouvé un avocat comme toi Bon, qui ait travaillé dans l'ombre pendant tout ce temps. C'est un peu l'homme au chapeau. Ouais. Si c'était à refaire, je le referais. Hein. Et puis je suis optimiste et j'espère que la Savoie, qui est un tout petit pays, tellement petit pays qu'il doit voir grand, sera bien avec tout le monde et mal avec personne, en particulier avec ces trois voisines ultra puissantes que sont la Confédération helvétique, la République italienne et la République française. Je souhaite que ce peuple soit un beau peuple. Et si je viens à en mourir, eh bien qu'il reste que la France a fourni un de ses avocats à ce peuple pour l'aider à retrouver sa liberté. Et puis à être très exemplaire. Voilà. Ça, mon rêve personnel, c'est ça. C'est que la Savoie soit belle, vraie, intègre, fière et libre, qu'elle donne l'exemple
contribue par sa richesse et sa renaissance en dernier, hein, The Last but not the least, que la Savoie consacre une bonne partie, pourquoi pas 10% de ses revenus à aider les peuples qui sont dans la difficulté, que cette neutralité helvétique, elle soit l'occasion de la renaissance d'un peuple exemplaire et pourquoi pas remontant un petit peu le blason, y compris de la Suisse, hein, parce que dans certaines affaires internationales, comme la France, il s'en passe des choses qui sont indignes des hommes et femmes de bonne volonté dans le monde entier, et en Suisse, comme en Savoie, en France ou ailleurs, il y a des gens de bonne foi. Hein. Et j'aime la Suisse exemplaire, j'aime la France exemplaire, et je rêve d'une Savoie dont l'exemplarité serait une note d'espoir pour tous les peuples qui actuellement souffrent et voient leur liberté partir en fumée, les drames se profiler. Mais moi je suis optimiste. Et si le renouveau, si ce monde qui se perd, eh bien j'ai contribué à le refaire depuis une montagne qui unit nos pays, eh bien, ouais, mon passage sur Terre aura servi à quelque chose et je ne regretterai rien, même si le résultat n'est pas au bout. Eh bien, j'aurais essayé et j'aurais donné l'exemple. Voilà. Exemplaire. Ouais. Moi, c'est toujours une grande émotion que de te rencontrer. Bon, c'est gentil. Merci beaucoup. Puis, j'espère qu'on a dit des choses intéressantes pour ceux qui vont nous regarder. Ça fait plusieurs années hein, que je me suis pas rompu à l'exercice de la vidéo, mais merci beaucoup pour cet entretien qui était sympa. Merci à toi de l'avoir accepté. Ouais, vraiment. Et puis à bientôt et merci à tous vos spectateurs. Je suis à leur service pour autant qu'ils soient des hommes et des femmes de bonne volonté. C'est ceux-là qui font avancer les choses. Hein. Et puis c'est un effort de tous les jours hein, que de se battre contre ses bas instincts, contre ses faiblesses. Et si ce monde se perd et qu'il faut le refaire, il faut déjà commencer à le refaire chacun, nous tous, là, en commençant par soi-même. Je ne peux rien faire pour vous, quoi. Mais vous pouvez tout faire pour vous-même, et puis moi, je peux tout faire pour moi-même. Voilà. Et quel qu'en soit le prix, la question, c'est est-ce que je suis conforme à ce que j'estime être bon et œuvre bonne. Voilà. Toute la question est là. Nous avons tous des faiblesses, mais qui connaît ses faiblesses est réellement fort. Voilà. Donc rien n'est impossible. Faut-il déplacer le Mont Blanc avec une petite cuillère? Pas de problème, donnez-la moi, je commence. Et puis on en reparle dans 15 jours, parce que dans 15 jours, à la petite cuillère, on commence à déplacer quand même quelques mètres cubes. Et en 17 ans. Et oui. En 17 ans. Et puis si nous sommes des millions et des milliards à vouloir que ce monde qui se perd, nous le refassions avec des technologies qui rendent illusoire le mensonge. Hein, tout est dans la boîte, tout va à toute vitesse,
Bon, bah, c'est formidable qu'on rentre dans un monde où tout le monde va dans une direction lumineuse, où ceux qui ont le malheur d'être obscurs, égoïstes et malfaisants, eh bien, se diluent dans une montée spirituelle générale que personnellement, moi, je vois. Hein. Il y a beaucoup de gens, et c'est d'ailleurs le malheur du confinement et à la fois le côté positif, c'est que les gens ont été obligés d'arrêter, hein, et puis de se poser, de réfléchir un peu. Bon, ça n'a pas été mon cas, le confinement. C'est plutôt le moment où je sors du bois. Mais moi, j'ai été confiné pendant presque deux décennies, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de concentration, pour des raisons de trucs. Bon. Et puis voilà, que cette interview soit ma petite pierre à l'édifice, que j'invite tout le monde à prendre à bras le corps et puis à faire dans son coin ce qu'il peut faire. Voilà. Hein. Que chacun fasse ce qu'il peut faire pour qu'on ait un monde meilleur à la sortie de cette crise planétaire qui peut nous amener beaucoup de malheur. Mais la crise, en chinois, c'est 2 idéogrammes, c'est danger-opportunité. Voilà. Donc, grand danger, mais très très belle opportunité de défier les malfaisants et de les mettre face à leur noirceur, non pas pour les châtier, mais pour les inviter à aller dans une direction beaucoup plus agréable, même si elle est douloureuse. C'est plus facile, hein, de voler que de travailler durement pour avoir le même résultat. Bon, mais c'est pas pareil d'avoir un objet que l'on a volé et un objet que l'on a rêvé et dont on s'est donné les moyens de ses ambitions. Moi je rêve d'un monde lumineux, d'un monde qui change depuis le Mont Blanc. Et voilà, je l'ai rêvé et je l'ai fait. Voilà. Et je ne doute pas que la fusée sera belle et qu'elle plaira à tout le monde, y compris à la France, voilà. Y compris à la Suisse, y compris à l'Italie, y compris à l'Europe, y compris à l'ONU et au monde. Parce que voilà, je rêve d'une Savoie et d'un drapeau de Savoie qui ressemble au drapeau suisse. Mais le blanc va jusqu'au bout. Mmh. Et toi, tu vas jusqu'au bout aussi. Voilà, et donc je rêve que ce drapeau de Savoie, il flotte dans plein d'endroits du monde où il se passe des choses bien et où ce dernier peuple colonisé, avec son avocat français en bout de course, et qui a beaucoup vieilli, hein, parce que j'ai commencé, j'étais un jeune homme. Mmh. Maintenant, je commence à être un vieillard. Voilà. Oui, mais il y a l'expérience en plus quand même. Ouais. Hein. En tout cas, je ne regrette pas. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup pour cette interview et je pense que voilà, on a appris beaucoup de choses. Bon, top. On verra. Bon, merci à tous. Bonsoir.